Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, chasseuse de démons, mauvais garçon et leader terrestre. Salut la famille! Nous voici en septembre, il est donc l'heure pour Animédia de faire sa rentrée. J'espère que la vôtre se passe bien, qu'elle s'est bien passée pour vous, vos enfants, vos proches, que vous avez eu la chance de prendre des vacances, de vous reposer. C'est important cet été malgré les canicules. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous en avez aussi profité pour voir de bons films d'animation. Et d'ailleurs, avant de se projeter vers la suite, vers l'actualité, vers ce qui nous attend pour cette fin d'année 2025, on va faire justement un petit retour en arrière sur les principales sorties de cet été. Donc au programme de cet épisode, pas tout à fait comme les autres, 5 films, dont 3 d'ailleurs qui sont sortis sur Netflix. Je vais vous parler de K-pop Demon Hunters, des Bad Guys 2, de Elio, de Quick et de Mononoke, le film chapitre 2, Les cendres de la rage. Ouais, il y a de quoi dire, et globalement, je vous prépare un joli programme pour le reste de l'année. Après une pause estivale de 2 mois, on repart sur de bonnes bases, et donc on va se lancer très très vite dans le programme de cet épisode. Justement, la structure, je vais vous la donner, elle va changer un petit peu de d'habitude. Je vais vous faire des petites critiques rapides en essayant quand même de saupoudrer d'éléments contextuels, on se refait pas. Et puis je vous donnerai la note sur 5 pour la replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia dans la foulée. Allez, le programme est chargé, donc sans plus tarder, on lance la musique et on part à la chasse aux démons. C'est parti. Pour le monde entier, vous serez des stars de la pop. Mais en réalité, vous serez bien plus que ça. Vous serez des chasseresses. Hey, vous êtes au bain pour homme. Vous n'avez rien à faire là. Ils volent les âmes de nos fans. Envoyons ces saletés dans les abîmes infernaux d'où ils viennent. Ouais. On démarre cet épisode rétrospectif de l'été 2025 avec, bien entendu, K-pop Demon Hunters, réalisé par Chris Applehouse et Maggie Kang, sorti le 20 juin sur Netflix, produit par Sony Pictures Animation. Alors le pitch, je vais vous le faire brièvement, mais je pense que si vous écoutez cet épisode, si vous suivez Animédia et vous êtes familier du monde de l'animation en général, vous avez forcément vu ce film, peut-être même plusieurs fois, mais on va faire un pitch rapide quand même. Le film suit l'histoire de Rumi, Mira et Zoé, qui sont un trio de copines, membres du groupe de K-pop Huntrix le jour et chasseuses de démons la nuit. Tout est dans le titre. Alors qu'elles sont au top de leur fame, elles doivent faire face à la menace ultime, un groupe de démons qui se fait passer pour un boys band concurrent afin de voler les âmes de leurs fans. Alors on va se poser 2 questions dans cet épisode. La première étant, pourquoi est-ce que c'est l'un des films de l'été? Et pour K-pop Demon Hunters, c'est même pas l'un des films de l'été, c'est le carton intersidéral de l'année qui va marquer 2025 de son empreinte dans le monde de l'animation, mais même au-delà. Il est rentré dans l'histoire dernièrement, vous l'avez peut-être vu, en devenant le film original Netflix le plus vu, avec 236 millions de vues sur sa période de lancement, devançant Red Notice, qui avait lui fait 230 millions. Sauf qu'à ce moment-là, il restait encore 24 jours à K-pop Demon Hunters avant d'arriver aux fameux 91 jours qui constituent la période de lancement classique pour un film Netflix. Alors, je remets un petit peu l'église au centre du village, vite fait, 2 minutes là-dessus. Ce n'est pas le film le plus vu de tous les temps de l'histoire de Netflix. Red Notice est encore devant, mais on parle vraiment de sa période de lancement. Après, vu la trajectoire qu'a le film, vu la vague sur laquelle il est en train de surfer depuis sa sortie, on peut imaginer qu'il va tranquillement dépasser Red Notice avec le temps. On se fait pas de soucis pour lui. D'ailleurs, depuis sa sortie le 20 juin, le film n'a jamais quitté le top 10, voire il me semble le top 5. Vous savez ce que vous voyez quand vous vous connectez
sur Netflix, il est toujours dans le haut du panier des films les plus vus, que ce soit en France, mais aussi ailleurs, hein. Et d'ailleurs, tout récemment, pour vous dire l'engouement du film, Netflix a même sorti une version karaoké du film, à la fois sur la plateforme, mais aussi en salle, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et les gens sont devenus complètement dingos de ce truc. Les salles ont été remplies à une vitesse éclair, à tel point que certains exploitants ont demandé des séances en plus à Netflix. Donc le film était numéro 1 à la fois sur Netflix, mais aussi le week-end de sa sortie pour le box-office physique. Il est devenu numéro 1 avec 19 millions de dollars de recettes. C'est complètement prodigieux, c'est presque du jamais vu. Un petit mot sur la version karaoké, je suis quand même allé jeter un œil. Il faut savoir que les paroles qui s'affichent à l'écran sont uniquement en anglais. Et à mon humble avis, mais peut-être que je pinaille un chouïa, sans être un grand fan de karaoké, j'aime bien ça, oui, le sachiez-vous. Et bien là, les paroles arrivent un peu tard. Donc en fait, on est plus proche de sous-titres que de karaoké, où quand même l'idée d'un karaoké, c'est de pouvoir chanter, d'anticiper les paroles. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais bon, peu importe. Le carton, il est total. On a à la fois le film dans sa version basique, qui est dans le top 10, et la version karaoké également. Mais c'est pas tout, hein, parce que c'est aussi une comédie musicale, ça vous en êtes peut-être rendu compte. Il y a K-pop dans le titre, on va y revenir. Mais la bande-son cartonne aussi. Golden, qui est le titre phare du film, est devenu le numéro 1 du Billboard Hot 100, qui est en gros le classement hebdo des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. Et le film est carrément devenu le premier en 30 ans à placer 4 titres de sa bande-son dans le top 10. Tout ça, c'est du jamais vu, littéralement, hein, à tous les niveaux. Et ça en fait le phénomène de mode dont vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouviez pas passer à côté cet été, et on ne sait pas encore jusqu'à quand ça va durer. Ce qui était au final un tout petit film dans le catalogue Sony. D'ailleurs, on avait eu la bande-annonce, je crois, 1 semaine, 2 semaines avant la sortie du film. Enfin, ça s'apprêtait vraiment à sortir en catimini. C'est déjà devenu le marqueur de cette année 2025. 2025 sera, quoi qu'il arrive, l'année désormais de K-pop Demon Hunters. Et on peut imaginer une carrière pour le film qui va s'étaler jusqu'à la saison des récompenses, hein. Si le film est nommé, honnêtement, il y a de grandes chances qu'il le soit pour les Golden Globes, pour les Oscars. Ça va recréer une hype autour de ça. On va en réentendre parler. Ça va revenir sur le devant de la scène. Peut-être même que ça ne l'aura jamais vraiment quitté d'ailleurs. Donc, un phénomène de dingue. Maintenant, on en arrive à la deuxième question qu'on va se poser sur chaque film dans cet épisode. Combien je lui mets ? Combien je lui ai mis sur 5 ? Eh bien, je vais peut-être en décevoir certains. Moi, je vais lui mettre 3. C'est-à-dire 3 sur 5, une note un peu mid, et c'est pour un petit peu, je pense, tempérer ce que j'ai lu, vu, entendu à droite à gauche. Alors d'abord, il faut savoir que j'ai vu le film le 21 juin, donc le lendemain de sa sortie, pile pour me faire ma soirée fête de la musique, donc vraiment la thématique était nickel, et je l'ai vu comme, comme un divertissement tout à fait classique. J'étais évidemment, mais comme tout le monde, hein, bien loin de me douter que ça allait prendre les proportions que ça a pris derrière. Mais ensuite, ce que j'ai vu à droite à gauche, c'est des avis qui allaient de « Oh my God, c'est le meilleur film de l'univers, j'ai pété mon crâne, c'est incroyable, je l'ai vu 12 fois » à C'est franchement pas ouf, votre truc, c'est quoi cette hallucination collective ?» Donc, je me situerai quand même globalement, vous l'avez compris, un petit peu au milieu de tout ça, et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Bon, dans les points positifs, c'est quand même un film déjà qui tient à 100% la promesse de son titre, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, quand même, il faut le souligner. Il y a de la K-pop, et il y a des chasseurs de démons, tout va bien. Jusque-là, le contrat, il est respecté. Pour le côté K-pop, je vais laisser ça aux spécialistes du genre. Moi, j'en suis très, très éloigné. C'est pas du tout mon genre de musique d'une manière générale. C'est vraiment un courant qui voyage parallèlement à moi. On se fait des petits coucous de la main, mais on se croise pas trop. Et vraiment, au départ, je vais pas vous mentir, moi, le film, ne serait-ce que par son titre, je voyais ça comme quelque chose de complètement opportuniste. C'est-à-dire, on va essayer de surfer sur une vague de soft power coréen, et notamment de ça, de K-pop, de tous les fans qui sont globalement des supporters hardcore et qui bouffent un peu tout ce qu'on leur donne du moment qu'il y a de la K-pop dedans, hein. C'est un peu comme ça que j'imagine les producteurs cyniques à Hollywood.
Eh bien, pas du tout. En tout cas, c'est bien plus que ça, ou alors c'est vraiment respectueux justement de tout ça. C'est pas du tout, comme je l'ai dit, cynique. C'est vraiment très très bien produit et ça fonctionne vraiment très bien dans le film. C'est à la fois un film, une comédie musicale, mais c'est même plutôt qu'une comédie musicale, vraiment un film entrecoupé par des clips, mais vraiment par des clips à la K-pop comme on l'imagine, plus proche de nous pour rester dans le monde de l'animation. Je pense à ce trailer qui avait été fait par Fortiche, par un groupe aussi de K-pop pour League of Legends. On est vraiment dans ce côté-là, avec vraiment des choses qui en mettent plein les yeux. D'ailleurs, il y a une tonne de références à divers groupes de K-pop que, évidemment, je n'ai pas saisi, hein, mais quand j'ai vu après coup des images de groupes comme Blackpink, BTS, les Stray Kids ou Twice, qui d'ailleurs, dont certains membres chantent directement sur la bande-son du film, bon, bah, c'est évident que ça respire l'amour de ça. On pourrait peut-être même y voir une certaine critique du milieu, pourquoi pas, avec notamment le groupe des méchants, hein, les Saja Boys dans le film, dont la chanson phare, celle qui cartonne au début et qui les fait connaître, c'est grosso modo un slogan de pub, hein, ni plus ni moins. Mais bon, ça a été repris premier degré par les fans du film. Comme quoi, bon, parfois le message il passe plus ou moins bien. On ne sait pas si c'est forcément conscient, inconscient de la part des auteurs du film, mais clairement, ça fonctionne bien. Et si vous aimez la K-pop, il n'y a pas de problème, ce film il est pour vous. En même temps, c'est marqué dessus. Au niveau de la patte graphique, eh bien, ça commence à ressembler à du Sony pur jus. C'est un des studios qui travaillait également sur Spider-Verse et sur les Mitchell contre les machines. Et on reconnaît vraiment ce mélange de 2D, 3D, ce ratio à 12 FPS qui donne un côté animation un peu plus saccadé, mais qui en rajoute justement sur le côté animation. C'est-à-dire on n'est pas sur quelque chose de réaliste, on cherche pas à faire quelque chose de réaliste. D'ailleurs, les visages sont surexpressifs à la manière d'un animé japonais, mais aussi à la manière de ce qui se fait dans la pop culture coréenne. Les scènes d'action sont dynamiques, bien mises en scène, vraiment on comprend tout, c'est lisible, ça raconte des choses à travers l'action. Après, pour le reste, si on essaye de gratter la couche scénario, c'est quand même globalement hyper balisé et hyper lisible. Le bestiaire aussi, dans sa globalité, manque un peu de diversité. Les environnements, je trouve quand même, dans les scènes d'action, même s'il y a un côté volontairement un peu suresthétisé, font parfois un petit peu vide, un petit peu tâche, même si le film a quand même eu visiblement un budget assez conséquent. Il y a des personnages secondaires qui font assez tapisserie, qui sont pas trop exploités. Alors apparemment, il y avait une version plus longue, un premier montage ou une première version plutôt du scénario plus longue qui était prévue à la base et le film a été un petit peu raccourci. Je pense pas qu'il y avait besoin, qu'il aurait fallu forcément faire quelque chose de 2 heures plus parce que là, je pense que le rythme en aurait globalement pâti, mais peut-être que 10-15 minutes auraient permis d'étoffer un poil certains personnages. Je pense notamment à la tante, la mentor, dont je pensais vraiment qu'elle avait un grand plan, un grand rôle à jouer dans toute l'histoire, et en fait, pas du tout. Elle est complètement en dehors de l'action, mais on sent aussi qu'il y a des idées qui vont être rajoutées, implémentées dans une suite. Est-ce que c'est le début d'une franchise ? Franchement, au vu du carton du film, encore une fois, et de sa trajectoire, c'est-à-dire de passer de Netflix aux salles, c'est dingue. Bon, surtout si on le remet dans le contexte, encore une fois, je vous en avais parlé brièvement en recommandation de mon épisode précédent, hein, où je vous avais parlé de Amélie et la métaphysique des tubes, parce que j'avais trouvé que c'était un bon divertissement de bonne qualité. Mais voilà, je pensais pas qu'il allait vivre une carrière aussi dingo. Et puis, si je suis honnête, quand même, 2 secondes avec vous, je vous ai dit que la K-pop, c'est pas trop mon truc. Et ben, je me suis quand même surpris, dans les semaines qui ont suivi mon visionnage du film, à aller réécouter la BO du film, certains morceaux. Mon petit préféré, même si j'aime bien Golden, c'est What It Sounds Like, qui est vraiment le climax final du film. Bien sûr, on voit où ça va en termes de scénario, mais voilà, dans le cadre d'une montée en puissance avec cette métamorphose en plus du groupe en direct, enfin voilà, il y a quand même des éléments qui fonctionnent bien. C'est clairement le film d'une époque, le film de son époque, hein. Son côté too much, je pense qu'il résonne vraiment avec le public de la K-pop, mais au-delà, c'est évident que ça a touché bien au-delà des fans hardcore pour devenir un phénomène de société. Et alors j'imagine que si il va décrocher l'Oscar des récompenses, mais ça va être du grand n'importe quoi partout. En tout cas, si vous l'avez vu, et je me doute que vous l'avez vu encore une fois, si vous écoutez ce podcast, eh ben, je suis très curieux d'avoir votre avis.
Et si vous résistez à la hype pour pas faire comme tout le monde ou parce que vraiment vous êtes allergique à la K-pop, franchement, laissez-vous tenter. Ça vaut le coup. C'est aussi un marqueur de ce qui se fait actuellement. Et je pense que si le public réagit aussi positivement, c'est qu'il a l'impression d'être respecté, tout simplement. Donc, on aime ça. Les choses ont bel et bien changé. Certains ont du mal à le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Et je dois dire qu'on a hâte que la société nous accueille enfin à bras ouverts. Vous n'êtes pas un célèbre criminel. Non, peut-être bien. Ah, désolé, c'est le stress. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque. Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, c'était cette banque? Comment on est censé prendre un nouveau départ si personne nous fait confiance? Je vous y allume tous les quatre. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai paniqué, d'accord? Je suis un paniqueur. On passe au deuxième film de cet épisode, Les Bad Guys 2, réalisé par Pierre Perifel et Juan Pablo Sanz, sorti le 30 juillet. C'est, vous l'aurez compris, la suite des Bad Guys qui était sorti en 2022. Et depuis, les Bad Guys du titre sont officiellement devenus des Good Guys. Et alors qu'ils s'efforcent de trouver de nouveaux jobs respectables, ils sont tirés de force de leur retraite de gentils par une nouvelle équipe de braqueuses 100% féminines. Le casting, on va en parler, il est très chouette que ce soit en VO ou en VF, puisqu'on a Sam Rockwell pour jouer le loup, Craig Robinson, que vous connaissez peut-être si vous avez regardé la série The Office, Aquafina ou encore Zazie Beetz, et en FR, on a le droit à de jolis noms également, comme Pierre Ninet, Jean-Pascal Zadi, Alice Belaïdi ou Igor Gottsman. Pourquoi est-ce que c'est l'un des films de l'été? Parce que c'est tout simplement une super comédie d'action, à voir en famille ou pas d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a des thématiques un petit peu plus adultes. Dans celui-ci, on sent quand même qu'ils vont chercher un petit peu plus loin. Pourtant, il s'est passé que 3 ans entre les deux films, donc on peut pas dire que le public est forcément énormément grandi, mais il y a des petites idées qui s'étaient peut-être restreints de mettre dans le premier qui se retrouvent là. Mais globalement, pourquoi est-ce que ça fonctionne encore très bien, les Bad Guys 2? Parce que DreamWorks met désormais les moyens sur ce genre de production et ils arrivent à un super niveau de rendu. Je trouve encore un cran au-dessus du premier qui était déjà une bonne petite surprise. Moi, je l'avais rattrapé un petit peu plus tard. Je crois que je l'avais vu l'été dernier. Je l'avais raté en salle. J'étais passé à côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un film, c'est une série de films globalement avec une énergie folle. Les 2 premières scènes d'action, je trouve, sont dingues. Il y a du monde partout à l'écran, il y a une surenchère, il y a une écriture de l'action qui va vraiment crescendo, c'est vraiment des mecs qui foutent la merde un peu partout en ville, clairement, et ça va à 2000 à l'heure. Là encore, on est dans des personnages très expressifs, mais sans que ça crie, sans que ce soit hystérique. Il y a encore, c'est toujours lisible parce qu'il y a ces effets de speed ramping, accéléré, ralenti, il y a une maîtrise vraiment de ça, des effets dans tous les sens, mais c'est jamais too much, c'est globalement, je pense que le mot, c'est réjouissant. Ça fonctionne super bien, et d'ailleurs, ça se sent au box-office, en tout cas chez nous. Il a passé le million d'entrées à l'heure où je vous parle, et devrait terminer sa carrière autour d'1,5 million si tout se passe bien, ce qui devrait être nettement mieux que le premier qui était resté à 1,1 million. Donc avec tout ça, deuxième question, combien je lui mets? Eh bien, je vais monter un petit peu plus haut que K-pop Demon Hunters, je vais lui mettre 3,5 sur 5 parce que c'est encore un super divertissement avec vraiment, je trouve, une plus-value artistique. On met de côté vraiment les productions DreamWorks paresseuses ou même, je trouve, des films comme Moi moche et méchant. Là, il y a vraiment une envie, un talent derrière l'écran. On sent que les artistes se font plaisir, qu'ils mettent énormément de choses. Globalement, le film est super bien rythmé. Il y a beaucoup de rebondissements parce que ça va avec ce genre de film. Film de casse, film d'espionnage avec différents groupes. On les voit un petit peu venir, pour être honnête, mais on se laisse prendre quand même, on suit tout ça vraiment sans déplaisir, bien au contraire. Alors bien sûr, l'effet de surprise du premier n'est plus là. On connaît maintenant quand même pas mal la dynamique entre les personnages, mais on est quand même content de les retrouver parce que là encore, le casting vocal, je l'ai vu en VO, donc je pourrais vous parler que de ça, mais vraiment en VO, moi j'adore Sam Rockwell de toute façon, donc il se donne comme il faut. Après, le point noir principal, je trouve, c'est que le film envoie, comme je l'ai dit, ses 2 meilleures scènes, les 2 scènes d'action. Dans sa première
première moitié, et après il court un petit peu derrière. Il y a quand même un tout petit ventre mou, c'est minime au milieu du film, comme c'est souvent un petit peu le cas. Et la scène d'action, le climax final, en fait, il n'est pas au niveau de ce qu'on a eu au début. Donc c'est un petit problème, dire qu'on s'attend encore une fois à de la surenchère et on l'a pas vraiment, mais c'est vraiment pour pinailler, parce que, comme on dit chez moi, c'est de la belle ouvrage. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, il manque juste un petit supplément d'âme, je trouve, à cette série pour décoller, pour aller un petit peu plus haut. L'effet chapeauté 2 ou le robot sauvage, ou avoir un, je sais pas quoi, un petit je ne sais quoi, comme diraient les Américains. En tout cas, du côté de DreamWorks, ça reste à l'état de bon divertissement. Il n'y a pas de quoi en faire des tétracaisses non plus, mais ça fait partie vraiment de ces séries à découvrir si jamais, là encore, vous voulez vous laisser tenter. Et si vous avez vu le premier, vous n'avez aucune raison de passer à côté. C'est vraiment du more of the same en quelque sorte. Donc s'il est encore diffusé chez vous au moment de la diffusion de cet épisode, et il y a de grandes chances que ce soit le cas, comme je l'ai dit, sa carrière est loin d'être terminée, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. Tu manques les cours? Je sais pas si tu testes les limites, si t'as des troubles du sommeil ou si... Lequel te ressemble le plus? Je sais pas, mais toi tu ressembles à celui-là. Faut que tu te fasses des amis. Tu sais, je suis venue ici moi aussi, quand j'étais ado. Bon, tu vas sûrement pas le croire, mais ça va se faire beaucoup de bien. Je veux me sentir à ma place quelque part. Ils sont venus m'enlever. Wow. Bienvenue, je vais régler votre gravité. Ça me va bien là. Gravité activée. Wow. Puis-je vous prélever un échantillon d'ADN? Oui. Tu veux... Aïe. Oh. Wow. Ils sont tous impatients de vous voir. Je suis le mode d'emploi universel. Je contiens tous les secrets de l'univers. Quel est le sens de la vie? Qui gagnait la bagarre? Un gorille avec une batte de baseball ou 10 chimpanzés? Le gorille. Allez, on passe au troisième film de cet épisode qui n'est autre que Elio, réalisé par Madeline Sharafian, Dominici et Adrian Molina, et sorti le 18 juin. C'est la dernière production Pixar en date qui raconte l'histoire d'Elio, un jeune garçon de 11 ans dont les parents sont décédés, qui est élevé par sa tante et qui cherche sa place dans l'univers. Lui ne rêve que d'une chose, se faire enlever par des aliens, jusqu'à ce que ça lui arrive vraiment et qu'il se fasse prendre par erreur pour le leader de la planète Terre. Alors pourquoi c'est l'un des films de l'été? Eh bien pour le coup ça va pas être pour une bonne raison, ça va tout simplement être pour sa plantade historique au box-office. On parle quand même d'un film Pixar et pourtant il n'a fait que 21 millions de dollars de recettes aux États-Unis après son premier week-end. Et si ça vous parle pas, eh bien c'est tout simplement le résultat le plus bas de l'histoire pour un Pixar, derrière Toy Story, le premier qui était sorti en 1995 dans un contexte quand même très très différent, et Élémentaire qui s'était lui très bien rattrapé, qui avait eu un bon bouche à oreille pour finir un résultat beaucoup plus honorable, ce que n'a pas du tout eu Elio. Je vous spoil tout de suite si jamais vous n'avez pas suivi la carrière du film en salle. Il plafonne aujourd'hui autour de 150 millions de dollars dans le monde, ce qui est à peu près ce qu'il a coûté, même si les estimations fluctuent selon les sources entre 150 et 200 millions. Donc il y a même moyen que le film soit carrément déficitaire. Et pour vous donner un ordre d'idée, Buzz l'éclair, qui était déjà une foirade assumée du côté de Pixar, c'était 226 millions. Donc on en est loin, très loin. Et un film un peu oublié et oubliable de Pixar comme Le Voyage d'Arlo, c'était 332. Donc Le Voyage d'Arlo a fait plus du double d'Elio. Voilà, c'est pour vous donner une idée du résultat historiquement bas de ce film. En France, il a fait 1,2 million d'entrées. Ça peut paraître correct, mais là encore, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a que En Avant qui a fait moins chez nous. Et si vous ne vous rappelez pas de En Avant, c'est normal, puisqu'il était sorti le 4 mars 2020, voilà, et qu'il avait eu le droit à une ressortie en salle le 22 juin. Mais bon, vous savez comme moi qu'à cette période-là, les retours en salle, c'était un petit peu compliqué. Donc, une carrière un petit peu sacrifiée. Contrairement à Elio qui n'a pas du tout cette excuse-là. Des excuses, le film en a, il en a d'autres, il en a bien d'autres, puisqu'il a eu une genèse très très compliquée. Il était prévu initialement pour mars 2024, avec Adrian Molina seul à la réalisation, et le film a été repoussé à plus d'un an après, et Molina a été remplacé à la réal par Dominici,
qui est la réalisatrice d'Alerte Rouge, qui était sorti lui sur Disney+, et Madeleine Charafian, qui était la réalisatrice du court-métrage Monterrier, et qui était aussi storyboard artiste sur Alerte Rouge et sur Elio, avant de passer donc à la co-réalisation. Alors on a eu des déclarations diverses et variées depuis, c'est un film qui a eu déjà pas mal d'articles post-mortem, on peut trouver pas mal d'éléments dessus. Et on avait notamment une interview de Pete Docter, donc le directeur artistique du studio, qui déclarait en août 2024 que Molina avait été envoyé sur, je cite, un autre projet prioritaire dont on ne peut pas encore parler. Et depuis, on a découvert que c'était Coco 2 qui est prévu pour 2029. Ça a été annoncé cet été au Festival d'Annecy. Sauf que, plus vraisemblablement, depuis différentes sources, notamment chez The Hollywood Reporter, il semblerait que Molina soit plutôt parti de lui-même après plusieurs changements demandés / imposés par la direction, notamment sur l'aspect gay, queer du personnage d'Elio, qui reflétait sa propre orientation à Molina en tant que réalisateur ouvertement gay. Mais déjà avant ça, on avait eu à l'été 2023 une première projection test en Arizona qui avait l'air positive de prime abord, puisque le public avait globalement aimé. Mais quand on a demandé à tous ces gens s'ils étaient prêts à aller voir le film au cinéma, eh bien aucune main ne s'est levée. Alors bon, moi déjà je me demande qui sont ces gens qui peuvent dire aimer un film mais ne pas vouloir aller le voir au cinéma. Enfin bon, bref, on met ça de côté. Les exécutifs de Pixar, eux, ils y ont vu un signal d'alerte très très clair et ils ont repris un petit peu la main sur le projet au détriment donc de ce que voulait faire Molina avec le film. Ce qui a entraîné notamment, même si là encore les raisons sont plus ou moins claires, le départ d'América Ferrara, qui devait jouer à la base la mère d'Elio. Elle est partie du projet. Alors il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Par exemple, elle avait été rappelée plusieurs fois pour doubler de nouvelles scènes qui étaient ajoutées au script en fonction des écritures, des réécritures, des conflits d'agenda qui résultaient de ça. Ça, c'est la version plus ou moins officielle, mais elle aurait aussi mal vécu justement le fait que un réalisateur latino comme Molina soit écarté du projet, et elle a été remplacée par Zoé Saldana pour jouer non plus la mère d'Elio, mais celle qui est devenue ensuite sa tante. Donc on sent que le film a subi beaucoup de réécriture, et d'ailleurs si vous comparez le premier teaser qui a été diffusé il y a 2 ans et les premières bandes-annonces, les vraies bandes-annonces qui ont été diffusées depuis novembre, vous noterez énormément de différences, notamment en ce qui concerne le comportement de l'antagoniste principal du film, mais aussi des scènes qui n'existent tout simplement plus telles quelles dans la version cinéma qu'on a eue. Et donc avec tout ça, avec quelle note moi je vais donner à Elio? Alors même si c'est des choses que j'ai appris après, parce que je me suis pas mal renseigné aussi, et puis parce que la cagade du film était tellement énorme qu'il y a des gens qui se sont sentis obligés de parler pour venir expliquer un petit peu tout ça. Mais au-delà de toutes ces polémiques, moi, Elio, c'est un film que j'ai modestement apprécié. Je vais lui mettre d'ailleurs juste la moyenne, à savoir 2,5 sur 5, parce que quand même, tous ces problèmes, je trouve, se ressentent dans le film. On a des grandes thématiques qui sont pour le coup assez intéressantes et qui résonnent bien, je trouve, avec l'univers de Pixar. La solitude d'Elio, qui reflète celle des humains globalement face à l'immensité de l'univers, le fait de ne pas réussir à trouver sa place à la fois dans le monde, dans le grand tout, et au sein de sa famille. Donc ça, c'est des choses qui méritent d'être creusées et qui sont là dans le film, clairement, même au niveau de la mise en scène. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui m'a posé le plus gros souci. Je trouve que c'est un film qui manque de lien narratif. Je trouve que les enjeux changent constamment. On a des petits enjeux qui se greffent les uns aux autres, qui sont résolus assez rapidement, et puis on passe à un autre, on passe de mini-objectif en mini-objectif, et je suis jamais vraiment senti impliqué là-dedans, j'ai jamais vraiment ressenti grand-chose pour ce personnage. Et puis il y a quand même un gros ventre mou au milieu qui n'aide pas, clairement. Le film se recentre sur le rapport amical entre Elio et Glordon, mais pour moi on perd aussi ce qui faisait quand même la promesse du film, à savoir cette dimension de science-fiction, ce comme-universe, cette espèce de grand univers qui rassemble plein de planètes, plein d'éléments de science-fiction à droite à gauche. Les personnages secondaires sont vraiment sous-exploités, ils ont des pouvoirs, on nous les présente rapidement, mais derrière on s'en sert pas vraiment. C'est un film de moments en fait. On en passe des sympas, globalement, il y en a, ça existe, ils sont là dans le film, on peut tout à fait passer quelques bons moments, mais ça reste assez léger, je trouve que ça décolle vraiment jamais, avec une résolution encore une fois assez simpliste, où je trouve que même la scène d'avant qui
plutôt touchantes, hein, celles où ils se font guider par différentes bases à travers la Terre pour les amener vers le Communiverse. C'est assez sympa, c'est assez touchant, mais ça n'a pas été suffisamment amené, en tout cas je trouve de mon côté, pour me déclencher vraiment une réaction émotionnelle. J'ai pas trop compris où est-ce que le film voulait m'emmener. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ne sait pas trop globalement à qui le film s'adresse. Je pense qu'il n'y a pas tellement non plus de niveau de lecture différents. Et surtout, je pense qu'un plus jeune, vraiment, et je mets en dessous de 6-7 ans, va avoir du mal à se sentir impliqué là-dedans, au contraire d'un vice-versa, même d'un Soul, qui est pourtant beaucoup plus compliqué, enfin de quand même des réalisations Pixar assez emblématiques. Là, ça me semble assez compliqué d'intéresser un jeune enfant là-dessus. On retiendra quand même quelques moments, et c'est vrai qu'il y en a une où vraiment, pour le coup, là, j'ai ressenti vraiment un pic émotionnel. Ça fait partie d'une des dernières scènes du film, sans la spoiler, où on a les aliens qui reprennent le OK bye, love you que Elio lance dans son message au début du film. Ça fonctionne évidemment très bien et ça fait partie de ces petites idées qui infusent toujours, qui finissent toujours par ressortir dans les films Pixar. Mais globalement, on sent les différentes réécritures, le fait que le film sait pas très bien ce qu'il veut raconter et que c'est un personnage, pour moi, hein, qui a vraiment du mal à exister et qui d'ailleurs n'existe déjà plus trop dans ma tête, hein. Le film il est sorti le 18 juin, ça fait, je l'ai vu un petit peu après, ça fait moins de 2 mois que je l'ai vu et je vais pas dire que je l'ai déjà oublié, mais dans les faits il m'en reste quand même pas grand-chose. Donc voilà, c'est vraiment un Pixar mineur, c'est un peu un Pixar sacrifié, c'est clair. Je sais pas non plus s'il méritait cette plantade-là, mais il a souffert, clairement, pour moi, de son développement. Oh, yeah, so good. Oh, you are my one and only. Oh, Nana! How many times have I told you to stop, Nana? Having trouble running? Still gotta finish here. Oh, yeah. Hey, Paul. Honey, what's up, girl? How's Nana? Nana? Who cares about Nana? Your pinky dinky is out. All right. Break it up. It's the same ass as yesterday. What smells like nylon and varicose veins? Oh, look. It's Rocco, the ballless wonder. What happened to Luther? Oh, hell, the window of nothingness. On poursuit avec un 4e film, un autre film qui a eu beaucoup de mal à se faire, qui a eu beaucoup de mal à voir le jour, c'est Quick Fixed en VO, réalisé par Genndy Tartakovsky et qui est sorti sur Netflix le 13 août. C'est l'histoire de Bull, un chien ordinaire qui apprend qu'il va être castré et qui va vivre une dernière nuit de folie avec ses potos chiens. Et au casting vocal, on retrouve notamment Adam Devine, Catherine Hahn ou encore Idris Elba. C'est pas mal. Je vais aller un petit peu plus vite sur les 2 films qui restent au programme, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé en fait dans mon épisode 3 au Festival d'Annecy, puisque ce sont 2 films que j'ai eu la chance de voir en salle, alors qu'ils sont sortis justement sur petit écran sur Netflix. Et donc Quick, pourquoi c'est l'un des films de l'été ? Eh bien déjà parce que c'est un long métrage signé Genndy Tartakovsky et que ça n'arrive quand même pas tous les jours. Et pour rappel, Genndy Tartakovsky, c'est le papa du laboratoire de Dexter, de Samurai Jack, de la première saison en 2D de Clone Wars, de Primal. Primal, on en reparle à la fin de cette séquence d'ailleurs. Donc en soi, c'est un événement. D'autant que lui a vraiment eu beaucoup de mal à le faire exister. Pourquoi ? Parce que c'est une comédie d'animation pour adultes. Vraiment pour adultes. Je mets le doigt là-dessus, je le souligne, je le surligne, je l'encadre. Ne mettez pas vos enfants là-dedans, s'il vous plaît. Il y a moyen qu'ils en sortent traumatisés ou alors qu'ils vous posent 1001 questions auxquelles vous ne voudrez pas répondre, en tout cas pas tout de suite. On pense forcément à Sausage Party de Seth Rogen et Evan Goldberg, que je n'ai pas vu d'ailleurs parce que à la base c'est pas trop mon délire, ce genre d'humour bien gras en dessous de la ceinture. Et là vraiment on y est à 2000% avec Quick. C'est du trash à fond, où on sent que Tartakovsky il se fait plaisir et on peut comprendre aussi pourquoi il y a des studios qui ont mis un peu de temps, qui ont eu un petit peu de mal à vouloir financer tout ça, d'autant que c'est vraiment en 2D à l'ancienne, qui est un genre qui essaye de revenir progressivement sur le devant de la scène, mais la 3D est quand même en train de prendre un énorme essor et de bouffer un petit peu ce qui se faisait avant. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus simpliste, mais c'est ce qui fait aussi le charme du film. Et d'ailleurs, eh bien, combien je lui mets, quelle note je lui mets ? Eh bien, je vais aller jusqu'à
4 sur 5, ouais, carrément. C'est pour l'instant le film le mieux noté. Je pense que c'est celui que je préfère d'ailleurs des 5 que je vous ai listés dans cet épisode. Alors, il y a eu aussi un contexte. Voilà, peut-être que si je l'avais vu chez moi devant ma télé, j'aurais pas mis cette même note. D'ailleurs, je l'ai pas forcément revu pour cet épisode. Je l'ai plutôt bien en tête. Je m'en souviens quand même assez bien. C'était quand même assez marquant parce que justement, je l'ai vu dans la grande salle de Bonlieu à Annecy, en présence en plus de Genndy Tartakovsky qui nous a lancé ça avec son énergie habituelle. Il a voulu lancer un petit speech, puis finalement il s'est dit vous savez quoi, ça fait des années que j'essaye de faire ce film, il est là, donc allez c'est parti, je me tais et puis on lance la séance, on y va quoi. Et le public a été super réceptif, j'ai passé un super moment devant ce film. Je me suis marré du début à la fin, alors que comme je l'ai dit, c'est vraiment pas mon type d'humour à la base. Mais c'est un peu l'été des découvertes finalement. Je me rends compte que je peux aimer ça, je me rends compte que je peux aimer la K-pop, comme quoi l'animation est finalement une porte d'entrée vers de nouveaux horizons ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un film qui va au bout de son concept. L'idée, c'est de faire un truc de sale gosse avec pas mal de mauvais esprits, parce que on parle pas que de baloches qui pendouillent, mais il y a aussi des moments bien gorasses et assez inattendus d'ailleurs. Donc j'ai bien conscience que ça plaira pas à tout le monde. J'ai découvert d'ailleurs que les retours du public américain notamment via Letterboxd étaient assez mauvais. Genre le film a 2,3, quelque chose comme ça. J'avoue que ça m'étonne un petit peu, d'autant que, bon, je sais pas, la note d'intention, elle est quand même assez claire, donc je pense pas qu'on puisse être surpris par quoi que ce soit là-dedans. Si c'est votre délire, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu frais, d'un petit peu différent, encore une fois, de carrément mauvais esprit, franchement, laissez-vous tenter. Et puis, si c'est pas pour vous, vous le saurez au bout de à peu près 1 minute 30. Donc voilà, vous pourrez vous arrêter là tranquillement et passer à autre chose. Je vous ai dit qu'on reparlerait de Primal avant la fin de cette séquence. Je glisse une petite note bonus, comme ça, rien que pour vous, pour le plaisir, une petite news, puisqu'on a appris cet été que la saison 3 de Primal, qui a été annoncée et qui est attendue depuis longtemps, va finalement arriver début 2026. Et si vous ne connaissez pas Primal, ça a été sorti sur Adult Swim et c'est dispo chez nous via Max. Donc si vous avez un abonnement Max ou si vous avez Canal, enfin voilà, il y a différentes façons de le regarder, mais c'est beaucoup plus accessible que ça ne le fut pendant un temps. Regardez Primal, s'il vous plaît, faites-vous plaisir, franchement, faites-vous du bien. C'est une série qui est exceptionnelle, sans dialogue, qui va à fond, là encore, dans la brutalité, dans l'émotion, qui fonctionne à 100% sur sa mise en scène. Voilà, c'est un de mes coups de cœur tardif de 2024. Donc voilà, écoutez, très bien, une bonne nouvelle. Et on est très content que Genndy Tartakovsky puisse continuer à mener à bien ses projets. これはもののけの仕業。お役目のために自分の気持ちを殺さねばならん時がある。私には捨てたいものしかありませんでした。私だって捨てたくなかった。私は捨ててしまった。認められたい、愛されたい、必要とされたい。 Et allez, on se termine avec le 5e film de cette sélection estivale, à savoir Mononoke, le film chapitre 2, Les cendres de la rage, réalisé par Kiyotaka Suzuki et Kenji Nakamura, sorti sur Netflix le 14 août. C'est tout simplement la suite des aventures de l'apothicaire, un mois après la fin du premier film, qui était sorti sur Netflix l'an dernier. On retourne dans l'Oku, donc le harem d'Edo, l'ancien Tokyo, au sein du Japon féodal du 19e siècle, pour toujours un mélange d'horreur psychologique et de lutte de pouvoir. Pourquoi c'est l'un des films de l'été ? Eh bien principalement parce que c'est toujours aussi beau. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Incroyable cette direction artistique de ces films, de cette série Mononoke. Voilà, j'en ai déjà fait la pub. Ça a commencé l'an dernier pour mon bilan de 2024. Si vous suiviez déjà Animedia à ce moment-là, j'avais parlé du premier film que j'avais rattrapé et qui m'avait transcendé. Vraiment, j'ai pas d'autres mots visuellement. C'était un ravissement de chaque instant. Et alors là, de voir le deuxième film en salle également, c'est vrai que j'ai eu cette chance, avec cette musique, ce découpage, ce montage, ces effets si particuliers, parce que c'est quand même quelque chose d'assez atypique, Mononoke. C'est encore une fois quelque chose qui m'a carrément marqué.
Et disons-le tout de suite, si vous avez vu et si vous avez aimé le premier, faut pas passer à côté de ça, faut carrément se faire plaisir. Et si vous découvrez à travers cet épisode, si vous avez vu passer la bande-annonce et vous êtes dit qu'est-ce que c'est que ces mélanges de couleurs improbables, cette direction artistique complètement fantasmagorique, eh bien lancez-vous tout simplement. Je vous recommande évidemment de commencer par le premier film, c'est quand même un petit peu plus logique. Donc là, c'est une suite directe, il y a des personnages qui reviennent, qui ont évolué en statut, c'est quand même mieux. Je vous dirais pas que c'est essentiel, mais ça aide clairement, parce que là, on revient en terrain connu, et je pense que c'est un petit peu pour ça que je vais lui mettre, on en arrive, une note légèrement inférieure au premier, à savoir 3,5 sur 5. C'est quand même, là encore, du très bon boulot. C'est un petit cran en dessous parce que, un peu comme pour les Bad Guys 2, il n'y a plus l'effet de surprise et je trouve que c'est pas forcément compensé par quelque chose de nouveau, quelque chose de plus qui viendrait transcender l'ensemble et puis apporter une petite touche en plus par rapport au premier. C'est toujours aussi beau, on sent que les moyens sont là, hein, la musique, l'animation, le climax final, tout est respecté, le cahier des charges est respecté à la lettre, peut-être un petit peu trop, là encore, on sent que c'est très très balisé tout ça, hein. Ça manque, je trouve, peut-être un poil de cruauté et de méchanceté. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais par rapport au premier film et à certains épisodes de la série, je l'ai dit, c'est aussi de l'horreur psychologique, donc on joue quand même sur les émotions, sur la tension qui s'installe, et là je trouve que ça manque un petit peu de diversité. Il y a souvent des mises à mort, des personnages qui disparaissent au fil du récit pour que l'enquête puisse se faire. Et là, c'est peut-être un petit peu trop la même chose à chaque fois. Ça fait partie du petit plaisir sadique, hein, je pense qu'on prend aussi à regarder les films et les épisodes de Mononoke. Ça reste vraiment de très très bonne facture, il n'y a aucun problème. Les amateurs apprécieront, c'est assez niche. Ça fera pas forcément partie de mon top 5 de l'année comme avait pu l'être le premier, mais ça reste vraiment un des marqueurs de cet été dans l'animation. Et puis ça va se poursuivre l'an prochain avec le 3e et dernier film de ce qui avait été annoncé de toute façon à la base comme une trilogie. Ça s'appellera Le Dieu Serpent. Ça a été annoncé pour le printemps 2026 au Japon. Et donc, a priori, on devrait avoir une autre sortie sur Netflix dans la continuité. L'apothicaire reviendra. Ça se passera encore une fois dans Loku, qui forme le carcan principal de cette série de films. Et on sera évidemment au rendez-vous pour suivre ça. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cet épisode. Je suis content de moi, j'ai réussi à pas faire trop long tout en casant 5 films. Ça nous a fait une petite séance de rattrapage express. Venez me dire en commentaire quels films d'animation ont marqué votre été. Peut-être que ce sont les mêmes, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que vous avez vous aussi profité de cette pause pour vous faire des séances de rattrapage, même de films plus anciens. Je suis curieux de connaître tout ça, donc laissez-moi des commentaires tout simplement sur la plateforme d'écoute de votre choix, puisque ce podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, là où vous préférez. Puis laissez des étoiles, un maximum d'étoiles, des pouces et abonnez-vous, c'est évidemment super important. Animedia est reparti pour une nouvelle saison. L'idée c'est de tenir le rythme d'un épisode toutes les semaines chaque mercredi matin et je vous ai prévu de très belles choses pour les semaines à venir avec pas mal d'invités, des interviews. Bref, on est reparti de plus belle et puis pour suivre tout ça aussi, l'un des meilleurs moyens c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Blue Sky, Instagram et TikTok. J'ai été un petit peu plus discret pendant cet été, vous l'avez peut-être noté, mais là donc on est reparti sur de bonnes bases. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à très vite, bonne semaine à tous et ciao.